Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier Sébastien Lusseau d'avoir accepté notre invitation à cette rencontre scientifique organisée par le laboratoire de mathématiques du lycée Louis Barthou. Il vient aujourd'hui nous présenter sa conférence intitulée « Intelligence artificielle et réchauffement climatique ». Après un bac scientifique, Sébastien Lusseau s'est orienté vers une licence de mathématiques à Pau. C'est lors de la visite d'un laboratoire qu'il découvre sa vocation pour la recherche. Il a ensuite poursuivi par un doctorat en se spécialisant dans les applications mathématiques, notamment dans le domaine des statistiques et des probabilités, et a soutenu sa thèse en 2008 intitulée « Performance statistique de méthode à noyau ». Par la suite, il est devenu maître de conférences et chercheur au laboratoire angevin de recherche en mathématiques, le LAREMA, où il soutient sa thèse d'habilitation en 2014, portant sur les problèmes inverses d'apprentissage et l'apprentissage en ligne. Ses intérêts de recherche sont axés sur l'apprentissage en ligne, les statistiques mathématiques, la théorie de l'information et plus généralement sur les mathématiques statistiques utilisées dans le machine learning. De plus, Sébastien Lusseau s'est également intéressé aux applications de ses activités aux techniques d'apprentissage profond, les deep learning et aux défis environnementaux. Aujourd'hui, Sébastien Lusseau est chercheur au laboratoire de mathématiques et de leurs applications à l'UPPA, donc l'Université de Pau et des Pays-de-la-Dour. Il est également engagé dans l'Energy Environment Solution pour accompagner les entreprises et les organismes publics dans leur transition énergétique et environnementale. De plus, Sébastien Lusseau est le fondateur et le président de l'association IAPO, une association qui traite les enjeux de l'intelligence artificielle. Et enfin, il est également le fondateur de Lumen AI, une entreprise experte en data science et en machine learning en temps réel. La conférence que va nous présenter aujourd'hui Sébastien Lusseau est donc au cœur de son travail sur l'intelligence artificielle et le réchauffement climatique. Et je vais à présent laisser la parole à mon camarade. Alors, l'intelligence artificielle et le réchauffement climatique, ce sont deux grands enjeux de demain. Tout d'abord, c'est quoi le réchauffement climatique? Alors, le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui se manifeste par l'augmentation de la température de l'atmosphère, mais aussi des océans, notamment dû aux actions de l'homme, c'est-à-dire des rejets industriels ou encore l'utilisation de la voiture thermique qui rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère et entraîne donc l'augmentation de l'effet de serre. Mais il existe d'autres conséquences de ce réchauffement climatique, telles que par exemple des catastrophes naturelles qui impactent un grand nombre de populations et dont nous ne sommes pas vraiment sensibilisés. Alors comment pouvons-nous réduire ce nombre de décès importants ou même réduire les effets du réchauffement climatique? L'intelligence artificielle ici apparaît comme une des solutions pour lutter contre ce réchauffement climatique. Certaines personnes vont se dire que ce n'est peut-être pas la solution, c'est pas très rassurant, car c'est vrai que lier l'intelligence artificielle et le réchauffement climatique ensemble, deux notions un peu pas très évidentes. Mais il faut savoir que certains spécialistes en mathématiques voient dans cette application un potentiel énorme. L'intelligence artificielle, dans les années 1950, visait tout d'abord à reproduire l'intelligence humaine et animale à travers un algorithme. Aujourd'hui, cette définition de l'intelligence artificielle diffère légèrement. Elle est plus modeste, plus utilitariste. Elle permet de réaliser des tâches de spécialistes qui demanderaient à l'homme plusieurs années de travail et d'entraînement sans se soucier de tout l'aspect émotif qu'entoure l'humain. Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, elle est partout dans cette salle, dans vos poches. Vous avez des téléphones qui, même le nom smartphone signifie téléphone intelligent, permet par exemple de repérer des traits de votre visage et débloquer votre téléphone sans problème. Ou encore des GPS intégrés qui vous amènent d'un point A à un point B de la façon la plus rapide possible en prenant en compte des critères tels que le trafic. Ou même des enceintes parlantes ou plus tard la voiture autonome. Donc, comme vous l'avez vu, l'intelligence artificielle est applicable dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la transition énergétique et l'environnement. Donc, comment l'intelligence artificielle permet de lutter contre le réchauffement climatique? C'est la question à laquelle Sébastien Lusseau va répondre aujourd'hui. Si vous avez des questions, merci de les poser à la fin de la conférence. Merci. Merci, super présentation. Alors effectivement, on va essayer de parler d'intelligence artificielle et de réchauffement climatique. Et les deux ne sont pas naturellement liés. Peut-être ce qui lie le mieux les deux là, dans les mots que vous voyez là, dans le titre, c'est artificiel. En fait, artificiel, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est souvent opposé à naturel. Donc aujourd'hui, finalement, ce que je vous propose, c'est une petite balade entre la nature et l'homme, avec aussi quelques machines au milieu. Voilà. Donc 3 parties dans mon exposé. Je vais commencer par passer un quand même assez long moment sur l'intelligence artificielle, puisque on va parler de l'histoire un petit peu et surtout des mathématiques qu'il y a dans l'intelligence artificielle, puisque vous êtes des lycéens et peut-être vous êtes intéressés par les mathématiques, donc on va voir comment on peut les appliquer en construisant des algorithmes. Ensuite, on va parler de réchauffement climatique, et justement dans la dernière partie, on va essayer de relier les deux en proposant quelques contributions au réchauffement climatique, au problème du réchauffement climatique avec des algorithmes. Et vous pouvez m'interrompre quand vous voulez si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Ok, donc on commence par l'intelligence artificielle. Alors il y aura un petit... Oh, c'est capricieux le truc. Alors, on va commencer par un peu d'histoire. Rapidement, je ne peux pas vous faire l'histoire de toute la discipline depuis 70 ans, mais j'ai voulu mettre en avant deux pionniers de l'informatique. En fait, à gauche, vous avez Alan Turing, et à droite, vous avez Claude Shannon. Et effectivement, Alan Turing et Claude Shannon, on peut les considérer un peu comme les pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Alors Alan Turing, c'est le premier qui s'est questionné, c'est ce que disait un peu tout à l'heure l'introduction, dans son article en 1950 déjà, sur ce qu'il dit dans son article, c'est « Can machines think ?» Est-ce que les machines peuvent penser? Alors à l'époque, on n'a pas quasiment d'ordinateur, on a vraiment on n'a pas encore de microprocesseurs, on n'a pas de capacité de calcul, mais déjà il y a des chercheurs qui s'intéressent à la limite des machines, jusqu'où elles peuvent aller. Et dans cet article, Alan Turing, il propose ce qu'on appelle le test de Turing. Donc il propose une expérience où on va essayer de tromper un humain avec un algorithme. Et donc si l'algorithme arrive à tromper l'humain dans une conversation, en se faisant passer pour un homme à la place d'une femme, par exemple, on pourra dire, selon Alan Turing, que la machine est intelligente. Ensuite, on a à droite Claude Shannon. Alors Claude Shannon, c'est un peu moins classique de le mettre dans les pionniers de l'intelligence artificielle, mais il est le fondateur de ce qu'on appelle la théorie de l'information. Et c'est très bien, parce que ça a été mentionné, donc c'est très bien. Théorie de l'information, c'est essayer avec des mathématiques de quantifier l'information. Par exemple, le désordre présent dans un phénomène aléatoire. Et aujourd'hui, en intelligence artificielle, on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'entropie. Et l'entropie, elle vient de cet article de 1948 de Claude Shannon, voilà, chercheur américain. Et Claude Shannon est aussi le fondateur, l'organisateur de la conférence qu'on cite souvent comme la naissance de l'IA, donc intelligence artificielle, AI en anglais, la conférence de Dartmouth. Voilà, donc pour un petit rappel vraiment de la fondation. Ensuite, on a juste en un slide, je vais passer des années 50 aux années 2000, ce qui va se passer pendant cette période, c'est deux choses. À la fois, les ordinateurs vont commencer à avoir une capacité de calcul grandissante, notamment avec Intel, l'entreprise Intel, qui est fondée par Gordon Moore, qui va tous les 2 ans, des années 70 jusqu'aux années 2000, doubler la capacité des microprocesseurs. Et ça va permettre d'implémenter et de réaliser des expériences avec des algorithmes qui étaient seulement pensés dans les années 50, mais qui vont pouvoir être réalisés avec de l'informatique dans les années 70-80. La deuxième un peu révolution dans cette histoire, c'est vraiment les années 90, où déjà là, on va avoir une limite. La nature va un peu rattraper l'homme, puisque à force de mettre des transistors dans des petites puces, il y a une limite physique qui est que quand c'est trop petit, il y a du bruit. C'est ça, le bruit quantique. Et du coup, la loi de Moore, qui dit que tous les 2 ans, on va doubler la capacité des processeurs, elle a une limite, évidemment. C'est une limite naturelle. Et ce qui va se passer dans les années 90, et c'est ça qui va vraiment redonner à l'IA la force qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'on va déporter les calculs sur des processeurs qui vont être graphiques, les GPU. Alors les GPU, si vous faites un peu de jeux vidéo, vous connaissez ce que c'est. Donc c'est des processeurs qui vont très bien représenter des scènes en 3 dimensions. Donc c'est des processeurs qui vont faire très bien des calculs matriciels, des calculs de multiplication de matrices. Parce que quand vous regardez une scène en 3 dimensions, vous faites des rotations, des translations, et tout ça c'est des matrices. Et il se trouve qu'à la même époque, dans les années 90, Yann LeCun par exemple, des chercheurs vont introduire des réseaux de neurones. Et qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? C'est des couches, on va voir tout à l'heure, qui sont enchaînées les unes après les autres. Et dans ces couches, on a des multiplications de matrices. C'est tout.
Donc du coup, on va pouvoir faire des calculs très importants sur des cartes graphiques, déporter des calculs sur des cartes graphiques pour pouvoir faire tourner des gros réseaux de neurones et avoir les performances qu'on a aujourd'hui. On va voir tout à l'heure sur de la traduction automatique, sur de la reconnaissance d'objets, sur des voitures autonomes, etc., etc. Voilà, c'est dans l'autre sens, il faut aller vers le bas. Pas très intuitif tout ça. Voilà. Alors là, je vais vous laisser parler un petit peu. L'IA, j'ai essayé de résumer l'IA aujourd'hui avec 4 images. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelqu'un qui veut me décrire une image là? Je sais pas où est l'image d'AlphaGo, c'est une intelligence artificielle qui a été développée pour jouer au jeu de Go. Donc c'est un jeu asiatique et il a, je sais plus il y a combien de temps, mais il a battu le meilleur joueur en simulant un énorme nombre de parties, il me semble. Très bien, excellent. Alors effectivement, AlphaGo, c'est DeepMind en 2012 qui entraîne des réseaux de neurones pour jouer au Go. Et ils arrivent à battre le champion du monde, Lee Sedol, en 2015, je crois. Et c'est vraiment un tournant quand même dans l'IA parce que le jeu de Go, c'est un jeu qui est très simple à décrire. La règle est très simple, mais vous avez beaucoup de possibilités. Parce que vous avez un damier 19 par 19 et vous mettez soit des pions blancs, soit des pions noirs à chaque intersection. Et donc, ça ne peut pas marcher avec des recherches par Monte Carlo avec des arbres, comme on avait fait avec les échecs. C'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, Google, qui va racheter DeepMind, va s'attribuer cette victoire de gagner le champion du monde. Et juste ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en 2018, il y a une autre révolution. Alors ça peut paraître anodin, mais il y a AlphaGo 0. Et AlphaGo 0, c'est très différent parce que AlphaGo 0, c'est un algorithme qui n'a pas besoin de regarder des parties existantes. Et donc aujourd'hui, on en est quand même au point où, dans un environnement très simple comme un jeu de Go, on peut, à partir de rien, faire jouer des algorithmes entre eux pour qu'ils deviennent meilleurs que le meilleur des humains. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je ne sais pas, est-ce que ça vous parle là, notre image? Il y a quelqu'un qui veut parler des Tesla, je ne sais pas. Tesla, IA. Vous voyez le lien ou pas? C'est quoi le lien? Vas-y. Le lien, c'est que M. Elon Musk il cherche à faire des voitures autonomes qui se conduisent seules. Voilà, c'est ça. Et ça existe. Hein. C'est l'option FSD, Full Self-Driven, de Tesla, effectivement. Et alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'était lié à l'image de gauche. Et tout l'exposé, là, dans les 10 prochaines minutes, on va partir sur cet exemple. Donc c'est important. Pour faire une voiture autonome, il faut reconnaître dans des scènes des objets. Donc ici, vous avez un réseau, justement, convolutif, donc un réseau de neurones, qui a détecté sur l'image un chien, il y a écrit dog ici, vous ne voyez pas, mais un vélo et une voiture. Et donc avec des réseaux de neurones, Tesla veut rendre les voitures autonomes, et ils ne sont pas les seuls, mais c'est eux, je pense, qui vont y arriver. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont vendu l'année dernière 500 000 voitures, et avec l'option Full Self-Driven, et donc ils récupèrent des données. Et donc l'IA, c'est rien d'autre que répéter des données déjà observées. Et ce qu'ils font, c'est que par exemple, une journée avec des caméras devant la voiture qui va regarder toutes les scènes, toutes les réactions du conducteur, ça fait à peu près 4 gigas de données. Et tout ça, c'est envoyé à Tesla tous les jours. Pour tous les gens qui ont ce système, ils cochent la case « J'accepte d'envoyer mes données ». Et donc avec ça, évidemment, ça va aider à faire des voitures qui conduisent toutes seules parce qu'elles vont juste reproduire la conduite de tous les gens qui ont des Tesla. Ok, on n'a pas parlé de cette chose là au milieu. C'était juste une... Vous savez ce que c'est ça? C'est bien hein, si vous ne savez pas. Hein. C'est pas très intéressant. C'est un assistant à domicile, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les assistants. Alors ça, c'est juste pour vous dire que l'IA aujourd'hui, c'est 80% des algorithmes qui tournent dans le monde, c'est 4 ou 5 sociétés. Là, au milieu, vous avez Google, avec AlphaGo et l'assistant Google, Google Home, voilà. Et cet objet-là, il a été uniquement fabriqué par Google pour récupérer toujours plus de données et mettre des assistants maintenant chez vous pour récupérer les données de votre entourage, en plus des données de votre téléphone, de vos recherches, etc. Donc tout ça, c'est pour souligner le fait que l'IA, c'est aussi un énorme business aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Google gagne tous les 3 jours 1 milliard de dollars. Voilà, simplement parce qu'ils ont tous leurs produits gratuits
mais ils collectent vos données et ils peuvent vous cibler et nous cibler sur des publicités. Et c'est ça que les marques achètent. Et avec ça, ils gagnent 1 milliard tous les 3 jours. Voilà. Donc ça donne un petit aperçu de la suite de l'exposé là sur les convolutions et sur un peu l'IA aujourd'hui. Je ne peux pas faire mieux parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc le principe général. Maintenant, on va essayer de faire un peu de maths. Donc il va y avoir des x et des y qui vont apparaître, puis des dérivés plus tard. Juste pour vous dire, c'est pas du tout une histoire de les machines vont penser. C'est une histoire de mathématiques en fait. Donc on va essayer de mettre un peu le nez sous le capot pour voir comment marchent ces algorithmes et comment une voiture peut conduire toute seule. Donc l'idée, c'est de partir toujours d'observation. Et là, ce que j'ai représenté, c'est simplement un phénomène qu'on observe avec, ce qu'il faut comprendre, c'est une entrée, une sortie. L'entrée, c'est x, la sortie, c'est y. Et beaucoup de problèmes de machine learning, ça s'appelle, ou d'IA en général, aujourd'hui, se résument à ça. Donc si on regarde la Tesla de tout à l'heure, la voiture autonome, en entrée en X, vous avez les caméras qui regardent la route, donc vous avez des images. Et en sortie Y, vous avez le comportement du conducteur, tout simplement. Donc à chaque image, il faut que la machine comprenne qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut décélérer, est-ce qu'il faut rien faire, est-ce qu'il faut tourner. Et ça va être appris par l'algorithme à base de tout un tas de données. C'est tout. Donc, ça peut servir à prédire, là c'est ce que j'explique, prédire la réponse Y d'un nouveau X. Donc ça c'est la méthode un peu générale pour dire on va conduire tout seul. Décrire le lien entre X et Y ou optimiser la réponse à partir de X. Bon, ça c'est pas très grave. Voilà, donc en gros s'il fallait résumer en une formule l'IA aujourd'hui, je vais même mettre cette image là, voilà. L'IA aujourd'hui c'est un peu la drôle d'idée de remplacer la nature par un algorithme à partir d'une masse de données. Et là, vous avez la masse de données, c'est-à-dire que ce que j'ai représenté là, c'est un jeu de données qui est très connu, qui s'appelle ImageNet, qui est un jeu de données de 20 millions d'images. Alors, on n'en utilise qu'1 million à peu près en général dans les publications, mais c'est un jeu de données où on a 1 million d'images qui sont étiquetées. Il y a 1000 étiquettes différentes. Il y a les chiens, mais il y a carrément les races des chiens. Il y a les bateaux, mais il y a les types de bateaux. Il y a 1000 possibilités. Et depuis 2012, on entraîne des réseaux de neurones profonds à détecter tout seul, à la place des gens qui ont labellisé eux-mêmes, ce qu'il y a dans les images. Voilà, donc on a besoin de ça, évidemment. Alors, on va toujours détailler un petit peu plus, on va rentrer petit à petit dans les formules. Hein. Bon. Là, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment l'algorithme, donc ici un réseau de neurones. Alors, par exemple, celui-là, il s'appelle l'AlexNet, que je vais vous présenter. Net, c'est pour réseau, et Alex, c'est parce que celui qui l'a implémenté s'appelle Alex. Et c'est lui, en 2012, à un concours ImageNet, a fait un grand bond dans les performances à cause du deep learning, des cartes graphiques et tout ce que j'ai raconté avant. Donc, l'idée d'un algorithme d'IA, c'est qu'il y a deux ingrédients, des données. Donc ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc là, les données, on va les écrire XI, YI. I de 1 à n, d'accord, ça c'est les n données, entrée-sortie, n couples, par exemple 1,2 million pour ImageNet. Et puis un algorithme, c'est-à-dire une transformation, une manière de transformer x en y, d'accord. Et ça, il y a plein de manières de transformer une image, par exemple en décision, est-ce que c'est un chien, un chat ou un bateau. Et là, je vais vous en présenter une, voilà, qui a 8 couches, ça c'est l'AlexNet. Et je vais vous la présenter de manière vraiment analytique, mathématique. Donc ce que vous avez, donc si vous connaissez un peu la composition des fonctions, ça c'est la composition des fonctions. Donc finalement, dans un AlexNet, on a deux fonctions très importantes qui sont répétées 8 fois. D'accord? Donc la première couche, c'est le début, c'est x, c'est l'image. Donc on va voir ce que c'est tout à l'heure. Une image, c'est des nombres en fait. Vous appliquez une fonction linéaire qui va être une convolution. C'est très important qu'elle soit linéaire. Et ensuite, une activation qui est non linéaire. D'accord? Pour ajouter des choses un peu compliquées. Et quand vous cascadez comme ça, 8 fois une fonction linéaire avec une activation non linéaire, vous avez en sortie un vecteur, donc un ensemble de 1000 valeurs pour AlexNet. Chaque valeur va être une probabilité d'appartenance à l'étiquette. Et donc, ce qu'on veut, c'est que si x, c'est un chat,
on voudrait que l'algorithme en sortie, sur le vecteur des 1000 probabilités, il a une probabilité de 1, la plus proche de 1 possible pour le chat, et 0 ailleurs, pour dire il a détecté le chat. D'accord? Et donc tout ça, ce qui est important, c'est que toutes ces couches dépendent, vous voyez, j'ai mis des W là, c'est pas innocent, c'est des weights, c'est des poids. Toutes ces fonctions dépendent de filtres, ça s'appelle, parce que c'est des convolutions, et donc c'est des poids. Et si vous voulez, c'est des paramètres à régler pour que l'algorithme fonctionne bien. Et ça, les paramètres, ils vont se régler automatiquement en regardant les données. Pour l'AlexNet, vous en avez 60 millions. Donc vous avez 60 millions de valeurs, entre 0 et 255, à choisir, pour avoir un bon réseau de neurones qui trouve dans les images les chiens, les chats, les bateaux. Ça va? Et donc, comment on fait pour trouver ces paramètres? Finalement, tout ça se résume à un problème d'optimisation. Donc l'optimisation en maths, c'est quelque chose de vraiment très pratique, qui est utilisé dans beaucoup d'applications. Ben là, c'est le cas. Et on pourrait dire que tout l'apprentissage des machines, tout le machine learning, toute l'IA, c'est basé sur cette équation, en fait, cette minimisation. On va chercher, essayer d'expliquer ça tranquillement, on va chercher le meilleur ensemble de poids. Donc l'espace de recherche, là, c'est 60 millions de paramètres. Donc on est en dimension 60 millions. Bon. C'est pas grave, on a des ordinateurs puissants. Et donc on va chercher 60 millions de poids de manière à minimiser cette chose-là. Et cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est sigma, c'est la somme. Donc on a une somme de toutes les L de YI, F de XI. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'erreur de l'algorithme sur la donnée XI, YI. Si mon algorithme dit « je vois un chien », mais qu'en fait il y avait un chat, l'erreur va être élevée. Et donc on va faire ça pour chaque donnée. D'accord? 1 million de fois pour ImageNet, il y a 1 million de données. Et on va chercher l'ensemble des poids qui minimisent l'erreur, tout simplement. Donc on va chercher les poids qui sont performants sur notre jeu de données d'apprentissage, on appelle ça. C'est tout. Donc Turing, can machine think? Bon, je ne sais pas si ça c'est pensé, mais pas vraiment quand même. C'est minimiser une fonction. Donc je vais aller juste un tout petit peu plus loin sur la minimisation. Je vais vous dire comment on fait pour minimiser une fonction dans le deep learning. C'est la méthode la plus simple en fait, plus ancienne. Ça date de Newton. On va simplement dériver la fonction. Voilà, ça c'est pas très surprenant. Alors sauf pour ceux qui n'ont pas vu la dérivée encore, je ne sais pas s'il y en a. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une dérivée? Ouais, voilà, c'est pas grave. Alors une dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez une fonction, et la dérivée, c'est encore une fonction, et en un point, la dérivée, ça va être la tangente à la courbe, tout simplement. Et ça, c'est pratique quand on veut minimiser une fonction, parce que si la fonction, elle a cette tête-là, c'est pas du tout le cas pour nous, mais on va fermer les yeux. Et c'est ça qu'on fait depuis 10 ans, on ferme les yeux. Si la fonction, elle est convexe, on appelle ça, c'est-à-dire si elle a un seul minimum, si vous prenez un point au hasard, que vous calculez la dérivée, ben vous pouvez toujours trouver la bonne direction. Ça va être la direction opposée à la dérivée. Si la dérivée est positive, je vais aller à gauche. Si elle est négative, je vais aller à droite. Je vais tout simplement, pour trouver la mer, je vais descendre jusqu'à la mer. C'est juste ça. Donc je vais descendre. Pour descendre, il faut trouver la direction, donc il faut dériver. Et c'est ça la descente de gradient. C'est que j'ai mon poids initial que je tire au hasard, W0, je calcule la dérivée et je vais dans la position opposée à la dérivée. Et comme ça, j'ai W1. Ensuite, je calcule la dérivée en W1, je vais dans la direction opposée au gradient et j'ai W2. Voilà, etc., etc. Puis on fait ça des millions de fois. Donc, simplement des calculs de dérivée. Et il se trouve que calculer des dérivées dans des algorithmes de deep learning, ça revient à multiplier des matrices. Donc tout se passe bien. Ah oui, ça marche toujours pas. Alors, maintenant je vais détailler, c'est le dernier petit détail sous le capot, quoi. Je vais détailler cette fonction-là. Voilà, ici, là, vous voyez, il y a une couche, il y a 8 couches, et je vous ai dit, chaque couche, c'est une fonction linéaire et une activation non linéaire. Alors l'activation, ça va juste dire
Si mon résultat est grand, je vais le garder. S'il est petit, je vais le mettre à 0, par exemple. C'est quelque chose de très bête. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la convolution. Donc ça, c'est l'application linéaire ici, qui dépend justement des poids W1, puis W2, etc. Et donc ça, la révolution qui a eu lieu en 2010 avec l'AlexNet, c'est qu'on a réussi, sur un grand jeu de données, à faire marcher des convolutions. Et on a battu, en apprenant des filtres, les chercheurs ont battu tout ce qui existait avant. Donc qu'est-ce que c'est une convolution? Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, ça va. L'effet n'est pas terrible. Mais... Alors, une convolution, ça va être. Je vais vous expliquer ça. Ici, vous avez. J'ai essayé de faire ça en 3 dimensions. Ici, vous avez une image de départ. Par exemple, vous avez ici votre image à plat avec votre chat. D'accord? Comme on est en numérique, c'est une image numérique, vous avez des pixels en fait. Et chaque pixel, c'est un niveau de gris, par exemple. Donc, c'est une valeur. 12, 40, 200, voilà. Plus c'est grand, plus c'est foncé, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que sur l'image, vous allez appliquer un filtre. Donc vous allez appliquer un petit carré, 3 par 3 par exemple. Et ce carré 3 par 3, ça va être justement nos poids, notre filtre, qui va avoir des valeurs aussi. Et ces valeurs-là vont essayer d'aller chercher de l'information dans l'image. Et donc le filtre, par exemple, va essayer d'aller détecter des contours, des choses intéressantes. Et jusqu'en 90, avant l'introduction des réseaux de neurones convolutionnels, ces filtres, on les déterminait à l'avance. On disait, on fait des mathématiques, donc on sait que les bons filtres, c'est des ondelettes, des trucs très compliqués. Et en fait, le deep learning, c'est l'inverse, c'est dire, on n'a aucune idée de la valeur des filtres, donc on va les tirer au hasard au début, et ensuite, petit à petit, on va optimiser notre fonction pour que l'algorithme tout seul trouve les bons filtres. C'est ça l'idée. Et donc, ce qu'il va faire, l'algorithme, c'est qu'il va s'arranger pour avoir les bons filtres qui permettent d'avoir l'erreur la plus petite possible. Et donc, qu'est-ce que c'est la convolution? J'essaye de le représenter là, mais le problème, c'est que la transition n'est pas top. C'est que vous voyez le carré, là, il bouge, il se décale petit à petit. Il va parcourir toute l'image. C'est un petit filtre qui va parcourir toute l'image dans une petite zone 3 par 3. Et à chaque fois, vous allez faire une multiplication de tous les termes du filtre. Par exemple, quand le filtre regarde cet endroit-là, ça veut dire qu'il va multiplier la valeur du filtre par la valeur de l'image à ce pixel-là, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Un produit scalaire. Des multiplications. C'est tout. Et ça permet de détecter des contours, par exemple. Si les valeurs sont élevées, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le filtre et ce que je regarde. Donc ça va glisser sur l'image, petit à petit. Voilà, là ça descend après, puisque j'ai parcouru toute la première ligne. Là. Voilà, ça continue. Normalement, il n'y a pas ces transitions, donc c'est plus joli. Mais... Et donc ces filtres, c'est ça qui est vraiment nouveau, ils sont appris. C'est comme ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage. Ils sont tirés au hasard en début d'expérience, et puis ils sont appris avec les données, pour être bons sur les données. Et ce qui fait que c'est intéressant et que ça marche très bien, c'est que comme on prend des petites zones dans l'image, on regarde localement autour des pixels ce qui se passe. Et ça ressemble assez bien à ce qu'on fait nous quand on regarde et qu'on détecte des choses dans notre champ de vision. On va regarder, ah tiens, il y a un tableau, bah, évidemment c'est dans une zone de ce que je vois. Donc c'est local, c'est autour de chaque point. Voilà, alors du coup après, une fois qu'on a expliqué ça, ben, on a toute une zoologie de réseaux. Là vous avez l'AlexNet en détail. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était 8 couches avec des fonctions. Je les écrivais L et puis sigma. Là, j'ai la représentation un peu plus, on va dire, imagée, où vous avez l'image de départ. Donc l'image de départ pour ImageNet, c'est 227 par 227 par 3, parce qu'on a une image de résolution 227, 227, et 3, pourquoi 3, vous savez ? Voilà, RGB, Red, Green, Blue. C'est les filtres de couleur pour avoir un truc en couleur. D'accord, donc c'est pas grave, il y a 3, c'est un tenseur du coup. Et la convolution, du coup, ça va être, pour AlexNet, c'est 11 par 11 et puis 3. Puis on va faire les multiplications, puis on va se balader. Et à chaque fois qu'on a un résultat, on le met ici. Et on fait ça 96 fois. Pour 96 filtres différents, on fait ça. Et du coup, on a encore un volume en sortie. Et on peut refaire pareil, on prend des filtres et puis on recalcule les multiplications avec une profondeur de 96 cette fois-ci. Et on fait ça
5 fois pour l'AlexNet, 5 convolutions. Et après, un réseau fully connect. Bon, ça, j'en parle pas, mais c'est un peu la même chose. On multiplie, on ajoute. C'est juste du calcul. Et ce qui est important, c'est la sortie. Voilà, et la sortie, du coup, c'est un vecteur de taille 1000. C'est ça qui est représenté ici. Donc, on n'a pas l'habitude, on dirait un feu, mais un feu de signalisation, mais ce n'est pas ça. Vous avez ici la première valeur, la deuxième, etc. Vous en avez 1000. Et vous espérez que vous avez la bonne probabilité en face de la bonne classe. Par exemple, si vous observez un bateau, il faut que la probabilité ici d'avoir un bateau soit grande. D'accord? Donc, on manipule des tenseurs, en fait. Ça veut dire c'est comme des vecteurs, mais c'est en 3 dimensions. OK. Alors là, je vais passer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a tout un tas, du coup, à partir de l'AlexNet, qui a très bien marché. Là, depuis, ça s'est un peu calmé, mais pendant presque 10 ans, les gens ont enchaîné tout un tas de couches. Ils ont branché à droite, à gauche, ils ont changé la taille des filtres, le nombre de filtres, pour toujours améliorer les résultats. C'est pas super intéressant, mais il y a des petites astuces. Ça, c'est un ResNet. Je ne vais pas détailler, en fait, parce que sinon, je n'aurai pas le temps, je pense, d'aller au bout. Ça, c'est un réseau récurrent, parce que les couches s'enchaînent les unes après les autres et les données arrivent les unes après les autres. Et voilà ce que ça peut faire, par exemple. Ça peut faire des choses rigolotes. Par exemple, alors j'ai parlé tout à l'heure de beaucoup détecter des objets dans des images. Donc ça peut permettre de faire des voitures autonomes, mais on peut aussi faire tout un tas de choses avec du traitement d'images. Ici, par exemple, vous avez une application un peu rigolote. Si vous donnez à un réseau de neurones, alors ce n'est pas le même puisqu'il y a 2 entrées, mais vous lui donnez une scène et un style d'image. Par exemple, ici, c'est le plus simple, vous avez une maison, et puis le style, c'est la nuit. D'accord? Ce n'est pas du tout la même maison ici, si vous regardez. Enfin, ce n'est pas la même maison, quoi. Ah ouais, on ne voit pas bien. Ce que va faire le réseau, c'est qu'il va, je vais vous montrer après, c'est juste encore une procédure d'optimisation. Il va dire, je garde cette scène-là, je garde cette image-là, pardon, mais je lui applique ce style-là. Et donc, par exemple, je peux construire une image de toute pièce où il va faire nuit dans cette image. C'est ce qui est fait ici. Ou alors, je peux construire un lac avec le coucher de soleil qu'il y a là. Donc là, si vous voyez, alors peut-être vous ne voyez pas là, je ne sais pas si de loin vous voyez, moi j'y vois rien ici en tout cas. C'est exactement cette image-là, mais avec cet effet-là. Et ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans toutes les applications. Là. Vous avez les Snapchat et compagnie. Là. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est beaucoup plus performant maintenant que, évidemment, que le faire à la main ou qu'appliquer des filtres. Tout fait. Voilà, et juste pour dire que, voilà, c'est ça. C'est encore, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est encore juste une méthode de minimisation. Cette fois-ci, on va chercher une image qui est proche de x. Donc ça, c'est x, c'est l'image de gauche. Et proche de x, on va pouvoir le quantifier, c'est ça qui est important. Mais qui est du style de y. Et pour avoir le style de y, il faut aller voir vraiment toutes les lignes les unes après les autres, donc il faut calculer une matrice de covariance. Donc toujours, on a réussi à... on a réussi à modéliser en fait, et mesurer l'écart à x et le style de y. Et donc avec ça, on fait une descente de gradient, toujours pareil. OK. Alors après, ce qui est incroyable à premier abord, et ça c'est quelque chose qui est en train vraiment de prendre des proportions importantes depuis 2-3 ans, c'est que tout ce que j'ai raconté sur des images, les images c'était, je vous ai dit, des nombres. C'était une matrice par exemple avec résolution et puis à chaque pixel une valeur. Donc on comprend qu'on peut faire des multiplications avec des nombres. Mais ça marche aussi, les réseaux que je vous ai présentés fonctionnent aussi avec du texte. Donc on peut donner à un réseau de neurones un gros corpus de texte et il va être capable d'apprendre des choses pour construire ce qu'on appelle des modèles de langue. Et vous allez voir à quoi ça sert après, ça peut servir à traduire automatiquement, ça peut servir à tout ça. Alors ça, juste pour le petit clin d'œil, c'est quelque chose que je vais présenter juste après à vos profs de maths. Donc on va faire vraiment un TP où on va entraîner un réseau de neurones sur un corpus de texte. Et donc si on regarde ici, donc j'ai fait un peu l'analogue. Transfert de style pour des images, c'est je donne une image, je donne un style, et puis ça me donne l'image avec le style voulu. Et alors là, ça c'est quelque chose que j'ai fait moi.
à la maison, on donne une phrase, par exemple, la nuit porte conseil. Ça, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Je veux garder ce sens-là, mais je veux lui donner un style philosophique. Et donc, voilà, j'ai entraîné un réseau de neurones sur un corpus avec de la philo, du coup. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. La rosée tombe sur l'herbe quand la nuit est la plus silencieuse. Voilà, c'est Nietzsche. Et c'est pas mal, parce que ça veut exactement dire ça, c'est exactement ce que veut dire Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche, il n'est pas très rationaliste, donc il aime bien l'inconscient, etc. Donc là, ce qu'il veut dire, mais c'est beaucoup plus joli, la rosée tombe sur l'herbe quand la nuit est la plus silencieuse. Voilà. Il se passe des choses la nuit, on se fixe les idées la nuit. C'est beaucoup plus joli. Et ça marche parce que, voilà, c'est pour ça que ça marche. Donc c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure. Là, je n'ai pas vraiment le temps, mais en 2 mots, pour entraîner un réseau de neurones sur du texte, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, un peu comme AlphaGo justement, on a juste des données qui sont des phrases. On va entraîner un algorithme avec plein de phrases. Donc on n'a pas vraiment d'entrée-sortie. Du coup, on va les créer en fait. On va les créer en disant, je vais essayer de prédire pour un mot donné les mots du voisinage, les mots du contexte. Et donc ce que je vais faire, ce que je fais ici avec juste une couche cachée, c'est que je vais essayer de trouver justement un vecteur qui va représenter chaque mot. Donc je vais transformer chaque mot en vecteur, donc en valeur numérique. Par exemple, ici, pour que ça marche comme ça, j'ai pris une dimension de 50. Donc chaque mot est représenté par un vecteur de taille 50. Et pour trouver la bonne représentation de ces vecteurs, je vais à chaque fois essayer de prédire à partir du mot central les mots du contexte. Et donc ce que ça veut dire, c'est que pour trouver le sens d'un mot, il faut aller voir ce qu'il y a autour. Et donc si par exemple la nuit est souvent vue à côté de la chouette et de la lune, ben l'algorithme va comprendre qu'il y a un sens un peu commun, qu'il y a un lien entre la chouette et la lune et la nuit. Voilà, ça va? S'il y a des questions, allez-y. Hein. Et du coup, c'est pareil, il y a tout un tas de réseaux de neurones qui vont être construits à partir de 2012-13 aussi. C'est Word2Vec, ça s'appelle, la révolution un peu de appliquer les réseaux de neurones au texte. Par exemple, aujourd'hui, tous les logiciels de traduction automatique, ils marchent avec ça. C'est que vous donnez des mots en entrée, et il va vous prédire des mots en sortie dans une autre langue. Donc là, il y a des architectures d'encodeurs-décodeurs. Décodeurs-encodeurs plutôt, mais bon, voilà. C'est toujours des multiplications, des additions, à partir de mots qui sont représentés par des vecteurs. Voilà. Voilà, ça c'en est un autre. C'est le plus populaire aujourd'hui, si vous le croisez. Transformers. Ok. Juste pour finir sur l'IA aujourd'hui. Donc là, vraiment, j'ai parlé des réseaux de neurones. Hein, c'est ça qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Le souci, c'est que plus ça va et plus les algorithmes, et vous voyez un tout petit peu la transition là, plus les algorithmes consomment de la ressource de calcul. Donc là, vous avez un graphique avec à gauche le nombre d'opérations nécessaires pour entraîner les algorithmes. Alors au début, dans les années 70, 80, c'était l'échelle, c'est à chaque fois ça se multiplie par 100. À chaque fois, c'est multiplié par 100. La capacité de calcul nécessaire. Donc, vous voyez, 100, 10 000, millions, enfin, là on est à 10 puissance 12. Ici vous avez AlphaGo 0, que j'ai raconté tout à l'heure. Et si on met le dernier modèle de langage, il est au-dessus du plafond. Il a plusieurs milliards de paramètres. Donc c'est toujours plus, quoi. Voilà, juste un peu de pub pour l'association qu'on a présentée tout à l'heure. Donc on a fondé une association il y a 3 ans à Pau, pour discuter de tout ça, parce qu'on pense que c'est important de diffuser un peu la culture autour de l'IA. Donc vous êtes invités. On a déjà invité des lycéens. Tous les ans, on organise une conférence. En 2019, on avait invité, 2019, des lycéens. Je ne sais pas, il y avait des gens de partout. Je ne sais pas si vous étiez à cette époque-là en première ou en seconde. Donc on est une association, une quinzaine de personnes, chercheurs, étudiants,
grand public, voilà. Et on parle de tout ça au grand public. Réchauffement climatique. Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, donc là on a vu un moyen pour l'homme de se croire très fort, en fait, de se dire on va programmer des machines qui vont dépasser l'intelligence, etc. Et là, on va faire tout à fait autre chose, puisque avec le réchauffement climatique, on est un peu rattrapé par la nature. Alors, on va faire une petite expérience. Vous voyez, le laboratoire du lycée m'a prêté un petit tube à essai, un petit poids et un petit mètre. Donc on va faire une petite expérience pour bien comprendre le réchauffement climatique. En 5 minutes, on va essayer de manipuler quelques ordres de grandeur et faire un peu de physique. Donc il me faudrait au moins 2 personnes. Une qui fait vraiment de la physique, du coup, qui va faire du sport, et une qui va mesurer. Qui vient? Ça va être incroyable, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire boire ça, hein. C'est toxique. Qui vient? Allez, 2 personnes. Ah, c'est bien, c'est bien. Super. Ah, c'est des gaillards en plus, ça va envoyer du watt. Je vais faire le sport, moi. Tu fais le sport? Bah tiens, bon, ça va, c'est 1 kilo. Et alors toi, tu vas mesurer, en fait, il va déplacer le poids pendant 5 minutes, Ouais. toutes les secondes d'1 mètre. D'un Donc mètre. il faut que tu mesures 1 mètre. Et tu te mets là-bas. Ah oui, c'est vrai, le gel. Mettez du gel, mettez du gel. Ouais. Gardez chacun votre objet. Alors, j'explique en même temps. Donc, ton prénom? Mathis. Ok, c'est notre convertisseur, puisque l'énergie, c'est une histoire de transformation, et lui, il va convertir ce qu'il a mangé à midi en énergie potentielle de pesanteur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soulever un objet de masse 1 kg pendant 5 minutes, de 1 mètre vers le haut, puis 1 mètre vers le bas. Il va redescendre, on ne peut pas le faire monter à 300 mètres de haut. Donc, tu vas t'asseoir, il faut qu'il y ait seulement ton bras qui travaille. Voilà, toi, tu vas mesurer. Alors, si tu mesures, il faut qu'il soulève de 1 mètre. Donc, il faut que ça touche le sol, du coup. Voilà, et tu le soulèves jusque là. Et tu vas, ça va durer 5 minutes. Bon, Ah, tu redescends. Ah oui, j'ai pas dit la fréquence, d'accord. Il faut que toutes les secondes, tu fasses un mouvement. Tu vas jusqu'en bas, et toutes les secondes, tu fais un mouvement. Et là, on va calculer l'énergie qu'il est en train de transformer là. Donc l'énergie, vas-y, continue. L'énergie, je chronomètre, 5 minutes. L'énergie, c'est une grandeur qui est exprimée en joules. L'unité internationale, c'est le kilowattheure. Okay, alors ce qui est important sur l'énergie, c'est qu'une manière de quantifier ça, c'est avec l'énergie potentielle de pesanteur. Donc là, ce que fait notre convertisseur, c'est qu'il soulève un objet, et donc plus il va être haut, son objet, plus il va avoir le potentiel de pouvoir redescendre. Et si on veut mesurer en joules l'énergie associée, c'est tout simple, la formule, c'est masse fois gravité fois altitude. Ok, c'est hyper simple. Donc là, on a 1 mètre, 1 kilo, la gravité, c'est 10 à peu près. Ouais. 5 minutes, ça fait 30 secondes. Hein, ça va. Et donc, il peut changer de bras. Plus tu es fatigué à la fin, plus ça fait son effet. Donc garde le bras droit. Et donc, ça fait, si on calcule, on va calculer les joules qu'il va produire. Alors, il ne va pas les produire, il va les transférer. Mais 1 fois 1 fois 10, d'accord? Ça fait 10 joules. OK? Donc, 10 joules par seconde. D'accord? Il va faire ça pendant 5 minutes. Ça fait combien de joules? Ça fait 3000, merci. 3 kilojoules. 3000 joules. Donc on va le laisser, hein, mais on va continuer. Donc 3000 joules, ça va représenter son effort là pendant 5 minutes. Depuis les énergies fossiles, on est arrivé à l'essence, au pétrole à un moment. 1 litre d'essence, c'est ça que je voulais faire comme comparaison pour manipuler des ordres de grandeur.
1 litre d'essence, ça représente 10 kWh. Ça, c'est connu. Alors après, quand on fait la combustion, il y a de la perte, évidemment, dans les moteurs, mais en tout cas, le potentiel, c'est 10 kWh. 10 kWh, ça fait 10 000 Wh. Ça fait combien de joules, du coup? Puisque 1 kWh, c'est 3600 kJ, ça fait, il faut multiplier par 3600 pour avoir des secondes, en fait. Donc ça fait 3600 fois 10 000, 36 fois 10 puissance 3, ça fait 36 fois 10 puissance 6, c'est ça? 36 millions. 36 millions de joules avec 1 litre d'essence. 3000 joules, il va nous faire, s'il y arrive. 36 mégajoules divisé par 3000. Ça fait combien ça? Je voudrais faire le ratio. Ça fait 12 fois 10 puissance 3. Ça fait 1200. 36 millions divisé par 3000. 1200. Ça fait 1200. Ici, j'ai amené, voilà, le labo m'a préparé 2,5 centilitres d'essence. Donc, 1/40e. Ouais, c'est ça, c'était pour diviser par 40, c'est parfait. Donc, ça fait 1200 divisé par 40, 300. Voilà, donc on va avoir ici, dans ce tout petit tube, 300 fois plus de potentiel d'énergie que ce que va convertir notre convertisseur humain pendant 5 minutes. Et ça fait que 3 minutes. Voilà, donc c'était la petite expérience. Tu peux finir peut-être? Pour voir s'il transpire. À la fin, non, il transpire. Donc tout ça pour dire, la morale un peu de l'histoire, c'est que dans la première partie, on a implémenté des algorithmes qui reproduisent un peu les neurones humains pour essayer d'avoir des machines très intelligentes. Et finalement, là, on voit l'homme réduit à sa vraie nature, c'est-à-dire pas loin de l'animal. Voilà, il ne peut que soulever des poids. Et avec 1 litre d'essence, ou ici 2 centilitres d'essence, on fait 300 fois mieux. Et donc tout le problème du réchauffement climatique, c'est ça, c'est que les hommes ont utilisé ce genre de choses, et utilisent encore, qui sont complètement démesurées par rapport à justement d'où on vient, et ce qu'on est capable de faire en 5 minutes avec un poids, quoi. Voilà. Allez, je te laisse, ça fait 5 minutes. Ça fait 4 minutes en fait. Ça va ? Ok. Alors, après on peut passer aux watts. Alors les watts c'est instantané par rapport aux joules, on divise par les secondes. Là. Donc ça veut dire c'est justement la puissance qu'on est capable de produire instantanément. Et donc tout ça c'est pour vous dire que justement nos bras c'est 10 watts à peu près, c'est exactement ce qu'on a fait là. Les jambes c'est beaucoup plus puissant, c'est 100 watts quand même. Mais c'est rien par rapport à la révolution industrielle, à ce qui s'est passé avec la machine à vapeur et avec toutes les machines qui sont arrivées depuis un siècle, un peu plus. 700 watts c'est un cheval vapeur, 745 watts. Ensuite, les tracteurs sont arrivés, 60 000 watts. Donc ça représente 600 personnes qui travaillent. Là, c'était une personne pendant 5 minutes, mais là, c'est 600 personnes. Un camion, c'est 4000 paires de jambes, donc 400 kW. Et un avion, c'est 100 MW, donc 1 million de paires de jambes. Donc quand vous prenez l'avion, imaginez-vous faire travailler, faire pédaler 1 million de personnes, instantanément. Pour que l'avion décolle, ça doit être une moyenne avec le vol et le décollage. Mais voilà, alors ça c'est juste pour dire la conséquence sur la société, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont gouvernées par l'argent, et ce que ça donne, c'est que du coup, avec les énergies fossiles, l'énergie coûte vraiment pas grand-chose. Si on compare, là c'était un autre calcul, je ne vais pas le faire du coup, mais si on compare le travail pendant une journée, là c'est quelqu'un qui fait 1000 mètres de dénivelé en une journée, c'est pareil, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Ça c'est Jean Covici qui fait ça. Ça fait à peu près un quart, un demi de kilowattheure. 1 litre d'essence, c'est 10, voilà, donc ça fait un ratio entre 8 et 16 à peu près, entre 1 litre d'essence et 1 jour de travail pour une personne.
Donc vous comprenez bien la révolution. Aujourd'hui, avec notre mode de vie, un Français consomme 4 litres d'équivalent pétrole par jour. Donc vous faites 4 fois 16 ou 4 fois 8, quoi. 32, 64 entre les deux, mais chaque jour de notre consommation, ça représente le travail de 30 à 60 personnes. Donc on se dit qu'à un moment, ça ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui cloche. Et si on passe au prix du baril, etc., ça fait un facteur 1000 du coup, entre le prix d'un homme au SMIC qui travaille comme ça, là, et puis du baril de pétrole. Donc c'est quasiment gratuit en fait l'énergie aujourd'hui. Et ça fait partie des solutions du réchauffement climatique, c'est ne plus indexer tout sur l'argent justement. Alors, qu'est-ce que c'est la conséquence de ça, évidemment? Donc ça, vous connaissez, vous avez des cours dessus maintenant. C'est plus on consomme d'énergie fossile, et plus ça rejette de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Et donc, le problème du CO2 dans l'atmosphère, c'est qu'il en faut. Il en faut parce que l'effet de serre, c'est bien quand même. C'est un gaz opacifiant qui va retenir un peu de l'énergie du soleil. Ça fait monter en température. Mais si on a trop, et là, on est passé en un claquement de doigts à l'échelle du climat, de 280 à 420 ppm, donc c'est particules par million, ben ça fait que l'équilibre a toujours lieu, mais à température plus haute. Donc il fait tout simplement plus chaud. Ouais, 10 minutes, je sais. Donc il fait plus chaud parce qu'on brûle du charbon, du gaz ou de l'essence. Voilà, donc ça c'est les courbes, c'est des instituts indépendants qui mesurent un peu la même chose tous les ans. On en est à 1,5 degré. Alors ça c'était juste pour vous montrer. Dans l'équipe, on a pris, comme on fait des statistiques, on a pris toutes les données d'un institut depuis 60 ans et on a juste comparé 1990 à 2019. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on parle aujourd'hui de plus de degrés. C'est le minimum, le tarif minimum, on ne va pas y échapper. Et ce n'est pas très intuitif. On se dit, plus de degrés, bon, ben, s'il fait 2 degrés de plus tout le temps, ça va. Il aura un peu plus chaud, mais ça va. Mais ce n'est pas du tout ça. 2 degrés de plus dans la moyenne, ça c'est le statisticien qui parle, c'est pas du tout, ça c'est la distribution des températures en 90. Ah, il y a une erreur, c'est pas bleu, normalement ça devrait être bleu du coup. Donc la distribution des températures en 90 sur toutes les stations qui n'avaient pas de valeur manquante, donc qui ont tout mesuré toute l'année, elle a cette tête-là. Et si on regarde la distribution en 2019, plus 2 degrés, tiens, 2,16 de plus en 2019 qu'en 90, si on fait la moyenne, on l'a calculé, ben vous voyez, ce n'est pas du tout un décalage, une translation de la distribution de 2 degrés. Ce n'est pas du tout le même comportement. Vous voyez, il y a un pic ici qu'il n'y avait pas ici, ou qu'il y avait très peu ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de température autour de 30 degrés en 2019 qu'en 90. Ça encore, ce n'est pas très grave. Par contre, ce qui est grave, c'est difficile à voir, mais c'est ça. Par exemple, c'est ce qu'on appelle la queue de distribution. C'est les valeurs extrêmes. Vous ne voyez pas trop, mais 2 degrés dans la moyenne de décalage, ça veut dire, pour le climat en tout cas, c'est ce qu'on observe, beaucoup plus de température extrême. Et donc, par exemple, des endroits du globe où la température ne va plus être supportable. Donc, on suffoque. Si à l'équateur, par exemple, il y a beaucoup d'humidité et que les températures extrêmes sont de plus en plus fréquentes, on ne peut plus sortir, on ne peut plus vivre. Donc, déplacement de population. Donc, on estime à 800 millions le déplacement de population d'ici 2100. 800 millions de personnes qui se déplacent, c'est compliqué. Voilà, et alors ça c'est les projections, donc on en est à 1,5 degré, et c'est pas fini en fait, ce qui va se passer. Alors on ne sait pas trop ce qui va se passer quand même, parce que ça dépend de la réaction qu'on va avoir. Ça c'est les prévisions très optimistes. Donc 2020 on en est à 1,5 degré, jusqu'en 2030-2040, de toute façon quoi qu'on fasse, parce que le CO2 c'est de l'oxyde, et donc c'est très stable, c'est très difficile à disparaître dans l'atmosphère, ça va continuer, c'est l'inertie quoi. Et après, si on est très raisonnable, c'est-à-dire si on réduit de 10% par an la consommation d'énergie fossile, notamment, il y a tout un tas de descriptifs dans les articles, mais on arrive à 2 degrés. En fait. C'est l'objectif. Et puis, si on continue les énergies fossiles, on arrive à 4-6 degrés. En moyenne. En moyenne. Et c'est là que c'est le en moyenne
on ne sait pas ce qui va se passer du coup, s'il y a 4-6 degrés. Bon, voilà. Donc ça, c'est des intervalles de confiance parce qu'on aime bien, ça c'est des prévisions, mais elles ne sont pas précises du tout quand même. En fait, ce qui se passe pour le scénario ici, par exemple, SSP7, je crois, 4 degrés, c'est en fait entre 2 et 6. Donc avec plus de 50%, c'est supérieur à 4 en tout cas, dans ce scénario-là. Voilà, donc on en vient à mon projet. Donc mon projet, on va essayer un tout petit peu, même pas en 10 minutes, 5 minutes, de voir comment l'intelligence artificielle, ce que j'ai raconté dans la première partie, peut contribuer à, non pas résoudre, parce qu'on ne va pas résoudre le réchauffement climatique avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas possible, mais à aider, à contribuer au moins. Et donc je vais vous présenter tout simplement des petits projets qu'on fait dans l'équipe. Donc ça, c'est l'équipe qui est en train de se monter. Alors on n'a pas réussi à se réunir encore avec tout le Covid, etc. Mais on est 4-5 personnes qui arrivent à travailler sur le sujet. On est financé et supporté par l'université et le label E2S, le e-site E2S de l'université. Ça, c'est un projet qu'a obtenu l'université, un financement, un gros financement, pour trouver des solutions en lien avec les problèmes environnementaux et l'énergie. Donc en plein dans ce que je vous raconte. Et donc le thème de la chaire pour laquelle on va recruter, c'est l'intelligence artificielle appliquée à ces problématiques environnementales. Voilà, donc on a 2 axes de recherche dans la chaire. Alors il y en a une qui vient vraiment des mathématiques et de ma recherche, c'est la thématique en bas, c'est déjà de regarder devant sa porte, on va dire, en essayant de faire des algorithmes qui consomment moins d'énergie. Je vous ai montré quelques transparents tout à l'heure. De plus en plus, les algorithmes que j'ai présentés, ils utilisent des quantités gigantesques de paramètres et ça consomme beaucoup d'énergie pour faire ces descentes de gradient. Donc on est en train de réfléchir à des méthodes un peu plus intelligentes à base de mathématiques pour améliorer les résultats. Améliorer les résultats dans le sens consommer moins d'énergie, sans trop perdre en performance. Donc c'est des nouvelles métriques qu'on met dans les algorithmes en fait. Et l'autre sujet, c'est beaucoup plus large, c'est aussi pour avoir des partenaires locaux, des entreprises, etc. C'est appliquer toutes les méthodes d'intelligence artificielle au secteur énergie ou environnement, pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc je vais vous en présenter peut-être... Oh, d'accord. Donc, bon, j'en ai 3, je crois. Donc ça, c'est les algorithmes qui, pour avoir des algorithmes qui consomment moins d'énergie. Bon, là, c'est des mathématiques, en fait, pour essayer d'améliorer les résultats. Il y a très peu, en fait, de mathématiciens qui s'intéressent, ça commence, mais à ce que je vous ai raconté avant. C'est beaucoup d'ingénieurs, en fait, et de chercheurs en traitement du signal qui essayent toujours de faire mieux avec des réseaux de neurones qui font des descentes de gradient. Donc très peu de variabilité, on va dire, de variation dans les techniques, etc. Donc nous, on va essayer d'apporter des choses nouvelles dans le but de moins consommer. Voilà, ça, je peux vous parler de ça, c'est sympa. C'est un projet avec l'agglo de Pau, les collectivités et les agriculteurs, avec les coopératives agricoles. Et donc là, l'idée, c'est de mieux mesurer la séquestration de carbone, la capacité des agriculteurs à mieux s'occuper de leurs champs pour qu'ils puissent favoriser la photosynthèse. Donc l'idée, c'est l'idée, c'est qu'il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les collectivités, même les entreprises, qui veulent atteindre la neutralité carbone. Donc elles veulent être neutres en carbone. Ça veut dire que leurs émissions soient compensées par de la séquestration, par exemple. Et donc elles s'intéressent à acheter en fait, des puits de carbone, ça s'appelle. Total, par exemple, achète des forêts entières pour réduire son impact environnemental. Alors on peut dire que c'est du greenwashing, mais elle n'empêche que ça contribue quand même. Et donc là, l'idée, c'est à l'échelle du territoire, de favoriser des pratiques agricoles, par exemple l'épandage avec du compost, par exemple le semi-direct pour ne pas labourer, etc. Et donc financer les agriculteurs en fait pour que, en plus de produire du maïs, du blé, ils séquestrent du carbone. Et donc pour ça, on va utiliser des réseaux de neurones qui vont corréler des données d'imagerie aérienne avec des convolutions et des données de mesure de carbone. Donc utiliser les dernières technologies qui manipulent des données très hétérogènes, par exemple des mesures de carbone et des images,
pour essayer d'évaluer les pratiques agricoles. Je ne sais pas si j'ai le temps du dernier. C'est 1 minute. Là l'idée, c'est un partenariat avec une entreprise, Alta Noveo, qui fournit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des murs d'écran pour monitorer des crises. Donc, ils travaillent avec des préfectures, avec des industriels qui sont en cellule de crise et qui essayent de réagir au bon moment, rapidement, à des grosses problématiques, par exemple, industrielles ou environnementales. Et donc là, l'idée, c'est de les aider à détecter des informations pertinentes dans tout le flux des réseaux sociaux, des news, des caméras de vidéosurveillance, pour, en salle de crise, afficher au bon moment la bonne information pour les aider à gérer les catastrophes environnementales. Voilà, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop bavard. Vous avez des questions? Merci. Alors, je te remercie au nom de toute l'équipe du lycée Sébastien d'être venu. Il était déjà venu une fois, il nous a refait cet honneur et ce plaisir. Merci beaucoup. Merci au pôle Artis de l'UPPA pour la captation vidéo de cet événement. Je remercie aussi tous les personnels de l'établissement qui ont incité donc, les élèves à venir, le personnel administratif aussi qui nous a aidés à l'organisation. Et je remercie aussi les 2 élèves qui ont fait cette présentation, élèves de terminale.